La fiebre del oro en California no solo fue una carrera por encontrar riquezas enterradas en la tierra. Fue también un reto diario por sobrevivir, donde la comida se convirtió en símbolo de lucha y esperanza. Desde huevos que costaban una fortuna hasta guisos de frijoles que alimentaban cuerpos exhaustos, cada plato hablaba de ingenio, de comunidad y de sueños en medio del barro y el polvo. En aquellos campamentos improvisados, las ollas y sartenes contaban historias tan valiosas como los propios yacimientos. Entre hogueras y risas apagadas nacieron recetas que mezclaban culturas, improvisación y la eterna búsqueda de un poco de consuelo en la mesa. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Tomato soup cake. Toasties. Un gâteau à la soupe de tomates? Étrange, non? Mais attends de prendre ta première bouchée. Tu seras surpris. Cette recette est née pendant la Grande Dépression, quand cuisiner devenait une question de survie. Le tomato soup cake était un gâteau moelleux et épicé, qui utilisait de la soupe de tomates à la place du lait. Ce qui semblait fou se transformait en une pâtisserie sucrée-salée, aux arômes de cannelle et de clous de girofle qui étonnaient et ravissaient le palais. Découpé en tranches, puis doré à la poêle comme une tartine française, il était économique, rassasiant, avec un petit air sophistiqué malgré son coût minime. Les grands-mères du pays entier le préparaient comme dessert, petit déjeuner ou pour la boîte à lunch. Et même s'il semble aujourd'hui oublié, il suffit d'y goûter pour se demander pourquoi il a disparu. Creamed corn sur crackers salés, et si une simple boîte de maïs pouvait offrir un plat inoubliable? Le creamed corn sur crackers était bien plus qu'un snack. En période difficile, c'était une bouée de sauvetage. Aucune cuisson, aucun ustensile sale. Tu ouvrais une boîte, versais le maïs crémeux sur des crackers salés. Le contraste était addictif, croquant, crémeux, salé, légèrement sucré. Certains y ajoutaient du poivre noir, d'autres un peu de fromage, mais la version la plus simple restait la plus prisée, sans artifice. Une recette honnête, une vraie nourriture. La preuve que créativité ne rime pas avec ingrédients luxueux. Tongue Pickups. Un dessert à base de boissons instantanées? Bienvenue dans les années espace. Les Tongue Pickups ont conquis les tables grâce à la folie spatiale des années 60. Imagine, du lait concentré, de la crème chantilly et du tang en poudre, battus pour obtenir une mousse sucrée et crémeuse, servie en mini tartelettes ou coupelles. Peu cher, visuel, tendance, prêt en quelques minutes, refroidi encore plus vite. Un dessert rétro sorti d'un laboratoire, mais terriblement efficace. Pickle Dog Bites. Un dessert avec du tang te semble bizarre? Attends de goûter un hot dog au fromage frais et au cornichon. Oui, tu as bien lu. Un frankfurter tartiné de fromage à la crème, enveloppé d'un cornichon. 3 ingrédients, une explosion de saveurs. Née dans les années 60, elle est devenue un classique des boîtes à lunch. Certains les découpaient en bouchées à l'apéritif, d'autres les croquaient directement sortis du frigo. Ce n'était pas joli ni traditionnel, mais c'était rapide, économique et, selon ceux qui l'ont goûté, absolument délicieux. Spam à la sauce pomme. Si le cornichon pouvait sublimer un hot dog, imagine ce que peut faire la sauce pomme avec du spam. Dans les années 50 et 60, le spam avec sauce de pomme était un classique des pique-niques, repas rapides ou en cas nocturne. On coupait le spam en cubes, on le faisait frire jusqu'à ce qu'il croque, puis on ajoutait de la sauce pomme pour le caraméliser. Le résultat, des morceaux dorés de porc salé recouverts d'une couche sucrée et collante. Réconfortant, express et prêt en moins de 10 minutes. Ketchup noodles, pasta au ketchup, réel et aimé? Oui. Les ketchup noodles étaient de la solution express lorsque la cuisine manquait et les placards étaient vides. Pâte cuite, un peu de beurre et un bon filet de ketchup. Pour certains, c'était suffisant. Pour d'autres, on ajoutait du fromage râpé ou un œuf brouillé. Ça semble étrange? Goûte d'abord. Ensuite, on en reparle. Riz frit aux rondelles de Bologna. Tu croyais avoir tout vu? Attends de voir ce que devient le riz frite lorsqu'on y ajoute de la Bologna. Le Bologna Quine Fried Rice, c'était de la poésie culinaire d'après-guerre.
On prenait du riz froid de la veille, on le jetait dans une poêle bien chaude, puis on y ajoutait des tranches de bologna découpées en petites rondelles, qu'on faisait griller jusqu'à ce que les bords commencent à se recourber. Un trait de sauce soja, un peu de Worcestershire si on voulait faire chic, et voilà. Un mélange de saveurs venues du monde entier, cuisiné avec ce qu'on avait sous la main. En moins de 10 minutes, tu obtenais un plat chaud, parfumé et réconfortant. Parfait pour les soirées flemme ou les matins paresseux. Un tout en un dans une seule poêle. Sandwich beurre de cacahuètes et laitue. Oui, tu as bien entendu, il fut un temps où le sandwich beurre de cacahuètes et laitue était aussi courant que celui à la confiture. Une tranche de pain blanc, une couche généreuse de beurre de cacahuètes, crémeux ou avec morceaux selon les familles, et une feuille de laitue iceberg bien croquante. Le résultat ? Frais, croustillant et étonnamment équilibré. La laitue allégeait la texture dense du beurre, rendant chaque bouchée rafraîchissante. C'était une solution née de la dépression qui a survécu aux guerres et aux générations, jusqu'à disparaître silencieusement des cantines scolaires. Mais si un jour tu l'essaies, tu comprendras pourquoi il a résisté si longtemps. Cube de gelée au café. Et si je te présentais le dessert secret de ta grand-mère ? Les Coffee Jelly Cubes étaient simples, élégants et pleins de caféine. On dissolvait de la gélatine neutre dans de l'eau chaude. On ajoutait du café instantané. On laissait refroidir et se figer en cubes brillants et tremblants. Une cuillerée de crème ou un peu de lait évaporé par-dessus. Et voilà un dessert digne d'un salon de thé. Assez spécial pour se sentir luxueux, même quand le budget ne suivait pas. Et surtout, c'était ce petit plaisir qui fermait la journée avec un sourire. Tuna Tater Stackers. Qui a besoin d'un gratin quand on peut construire une tour? Les Tuna Tater Stackers, c'était une tour de pommes de terre cuites, épaisses, entre lesquelles on glissait des cuillerées de thon en boîte. On couronnait le tout avec une tranche de fromage américain fondu au micro-ondes. Certains y ajoutaient un peu de mayo ou de moutarde, d'autres des petits pois ou de la chapelure. Mais l'âme du plat résidait dans sa simplicité, rapide, calorique et étonnamment savoureux. On avait l'impression de manger un dîner gourmet miniature, avec les restes. Hot dog gratiné aux cornflakes. Tu pensais avoir tout vu avec les hot dogs? Laisse-moi te présenter le Cornflake Topped Hot Dog Boat. On fendait le Frankfurter sans le couper entièrement. On le farcissait avec des pickles, de la purée ou ce qui traînait. On ajoutait une bonne tranche de fromage et par-dessus, une pluie de cornflakes écrasés, ceux du fond du paquet que personne ne veut. Puis, direction le grill, jusqu'à ce que le fromage bouillonne comme de la lave et que les cornflakes dorent. Croustillant, salé, sucré et totalement inattendu. Une recette tirée des livres de cuisine communautaire des années 50 qui continue de surprendre quiconque ose y goûter. Toast de sardines à la moutarde. Et si tu pensais que seuls les hot dogs avaient leur moment de gloire, découvre la royauté du pain grillé. Le sardine toast slatter. On écrasait une boîte de sardines bien égouttées à la fourchette. On y ajoutait de la moutarde jaune, un peu d'oignon haché et, pour les plus courageux, une goutte de vinaigre ou de sauce piquante. Le tout étalé sur une tranche de pain de seigle grillé servi chaud ou froid. C'était intense, salé et plein de goût. Idéal pour un repas rapide et nutritif. Pas pour tout le monde, mais ceux qui ont grandi avec s'en souviennent avec tendresse. Lait sucré aux biscuits émiettés. Et si les sardines, ce n'est pas ton truc, peut-être que cette douceur te parlera. Lait sucré aux biscuits émiettés. Un classique du sud des États-Unis, plus qu'un petit déjeuner. Une vraie tradition de réconfort. Quand il restait des biscuits de la veille, on les émiettait dans un bol. On y versait du lait sucré, parfois appelé sweet milk, jusqu'à ce qu'il soit juste assez imbibé pour s'attendrir sans devenir de la bouillie. Parfois, on ajoutait des fraises ou une touche de vanille. Mais la plupart du temps, on le servait tel quel. C'était doux, tendre et profondément nostalgique. Et souvent, c'était la toute première recette que les enfants apprenaient à préparer seuls, Velveeta sur grite. Besoin de quelque chose de chaud, salé et réconfortant le matin? Le Velveeta gris, Swirl est fait pour toi. Un bol de semoule de maïs cuit en 5 minutes,
enrichi d'un bon morceau de fromage Velveeta fondu, formant un tourbillon doré de bonheur pur. Ce plat était une star des petits déjeuners communautaires, des cantines d'église et des tables familiales dans le sud des États-Unis dans les années 70. Aujourd'hui, il a presque disparu, mais une cuillerée suffit pour se rappeler pourquoi il était adoré. Parfait de gélatine et fromage cottage, qui a dit que le petit déjeuner ne pouvait pas être sucré et coloré. Les gel-o parfaits mélangèrent des cubes de gelée aromatisés, citron vert, cerise, orange, avec des cuillerées de fromage cottage et parfois un peu de confiture ou d'ananas écrasé. Le résultat? Un dessert léger, amusant et étonnamment équilibré. Protéines, fruits, un soupçon de sucre, le tout servi dans un verre. Un favori des années 50, encore présent lors de réunions de famille où la nostalgie est l'ingrédient principal. Toast frit à la mayonnaise. Bien avant que l'avocat devienne roi du brunch, une autre tartine régnait sur les cuisines modestes, la mayonnaise fried toast. Quand le beurre venait à manquer et le fromage était un luxe, la mayonnaise devenait la solution. On en étalait une couche épaisse sur du pain blanc un peu sec, puis on faisait frire, côté maillot contre la poêle chaude. Et là, la magie opérait. La mayonnaise dorait, pétillait et formait une croûte croustillante, dorée, riche en saveurs, simple, sans fioritures. Juste du pain, une poêle et un peu d'ingéniosité. Mais sa texture et son goût faisaient penser à un vrai petit déjeuner de dîner, même si c'était juste une astuce de placard. Tour de crackers au beurre de pomme. Sur chaque porche du Sud, à côté d'une tasse de thé chaud, on trouvait souvent une tour de crackers tartinée au beurre de pomme. Ce n'était pas vraiment un dessert, ni un snack, ni un sandwich, c'était quelque chose d'unique, une tradition simple qui mariait le sucré et le salé à chaque bouchée. Il suffisait de crackers salés, ceux qu'on a toujours dans le placard, et d'une bonne quantité de beurre de pomme. On les empilait en petites tours, créant des couches de texture et de saveur. Parfait pour accompagner une conversation, une collation tardive ou une nuit d'insomnie avec un café. Pas besoin de four ni de frigo, juste une cuillère et l'envie. Pain perdu aux céréales, Frosted Flakes. Si le toast frit à la mayonnaise relevait du bon sens, cette version-là était du pur délire sucré du samedi matin. Le Frosted Flake Crusted French Toast, c'était une œuvre improvisée. Des tranches de vieux pain trempées dans un mélange œuf-lait, puis pressées contre un lit de Frosted Flakes écrasés. Une fois à la poêle avec un peu de beurre chaud, les céréales caramélisaient et formaient une croûte croustillante et sucrée, tandis que l'intérieur restait moelleux. C'était la réponse maison au brunch de restaurant, sans quitter son pyjama. Parfait pour ceux qui voulaient un petit déjeuner de luxe avec un budget d'étudiant. Œuf dans un anneau de Bologna. Tu trouvais étrange de mettre des céréales dans ton pain perdu? Attends de faire frire un œuf dans une tranche de Bologna. Oui, comme ça, une tranche épaisse de Bologna avec un trou au centre, dorée à la poêle, jusqu'à ce qu'elle se recourbe. Dans ce creux, on casse un œuf. Et ce qu'on obtient, c'est un combo parfait. L'œuf cuit avec la saveur salée et fumée de la viande, le tout dans un anneau croustillant. C'était comme un œuf au trou, mais avec plus de caractère. Parfait pour les enfants ou les adultes qui prétendaient le faire pour eux. Pain de biscuits, Ritz sans viande. Quand la viande manquait et que l'argent aussi, les biscuits Ritz ont sauvé plus d'un repas. Le Ritz Cracker Meatless Loaf était une réponse astucieuse au rationnement. On réduisait les crackers en miettes fines, on les mélangeait avec du lait, un œuf, des épices, ail en poudre, oignons, persil, puis on formait un pain sans viande. On pouvait le frire en croquettes ou le cuire au four comme un rôti. Doré à l'extérieur, tendre à l'intérieur, on le servait avec de la sauce, en sandwich ou tel quel. C'était une façon rusée, économique et savoureuse de rassasier sans se ruiner. Salade d'ananas au fromage dans une coupe de laitue. Tu veux quelque chose de rétro, étrange et qui te fera hausser un sourcil? Découvre cette perle visuelle des années 50. La cup de laitue et de fromage de pineapple. Une feuille croquante de laitue iceberg comme base, un anneau d'ananas en sirop, une cuillerée de cheddar râpé et par-dessus une bonne cuillère de mayonnaise. Parfois tout était mélangé, parfois dressé en couches comme une sorte de salade architecturale.
C'était crémeux, sucré, salé, avec une touche d'acidité. Une recette sortie tout droit d'un vieux livre de cuisine de parfaites hôtesses en gants blancs et colliers de perles. Sandwich aux spaghettis froids, et si tu pensais que ça ne pouvait pas être plus étrange. Voici ce que beaucoup mangeaient pendant des années. Le sandwich de spaghettis froids. Oui, vraiment. Des restes de pâtes, tout droit sortis du frigo, glissés entre deux tranches de pain blanc. Pas réchauffés, pas agrémentés. Juste des glucides à l'état pur, pratique, nourrissant, parfait pour les ouvriers, les étudiants ou les enfants qui ne voulaient pas attendre l'heure du dîner. Toast de jambon épicé, cornichons et fromage. Et si les spaghettis froids ne sont pas pour toi, attends de goûter cette merveille chaude. Le Deviled Ham and Pickle Toast. Un toast ouvert, couvert d'une généreuse couche de Deviled Ham, pâté de jambon épicé en boîte, agrémenté de cornichons hachés, sucrés ou vinaigrés, et surmonté d'une tranche de fromage américain. On passait le tout au four jusqu'à ce que le fromage grésille et que le pain devienne croustillant, salé, acide, crémeux, réconfortant, parfait pour un déjeuner express ou une collation qui ressemble à un vrai repas. Pain perdu au jus d'orange. Plus de lait? Pas de souci. Utilise du jus d'orange? La Orange Juice French Toast, c'était un twist inattendu du petit déjeuner classique. Au lieu du lait, on trempait le pain dans du jus d'orange avec un œuf battu et une touche de sucre ou de muscade. Ce qui sortait de la poêle, une tranche dorée, au goût frais et citronné, pleine de vitalité. Sandwich au beurre de cacahuètes et bacon. Tu croyais avoir tout vu? Voici l'un des sandwichs les plus rebelles jamais créés. Le sandwich beurre d'arachide et bacon. Du pain de mie, une belle couche de beurre de cacahuètes et des lanières de bacon croustillant tout juste sorties de la poêle. Une combinaison impensable, oui, mais surprenamment parfaite. Le goût fumé et salé du bacon se mariait à la richesse sucrée du beurre de cacahuète. Un feu d'artifice de saveur, digne d'un dîner au bord de la route ou du carnet de recettes expérimentales de ton cousin un peu fou. Certains ajoutaient du miel, d'autres préféraient le beurre de cacahuète crunchy pour plus de texture. Mais tous s'accordaient sur une chose, ça marchait. Et même, c'était glorieux. Wraps de Bologna à la salade de choux. Tout droit, venu de 1985 et enveloppé dans une tortilla. Les Bologna Slow Wraps. Quand tu n'avais aucun plan, aucune idée, aucun ingrédient, ces wraps sauvèrent la soirée. Tu découpais des tranches de bologna en fines lanières, tu les mélangeais avec de la sauce coleslaw, parfois avec du chou râpé, des carottes ou juste la sauce. On roulait le tout dans une tortilla et c'était prêt. Frais, salé, sucré, crémeux. Ça avait le goût d'un pique-nique improvisé, d'un goûter au bord de la piscine ou d'un vieux film en VHS un vendredi soir. Simple, rapide, et ça disparaissait toujours de l'assiette avant qu'on ait pu dire « bon appétit ». Glace au lait en poudre. Carnation. Pas de glace à la maison. Aucun problème. Fais-la toi-même. Les Carnation Milk Pops étaient pâtés des glaces maison faites avec du lait en poudre, de l'eau, du sucre et une touche de vanille. On versait le mélange dans des gobelets en papier, on plantait une cuillère en plastique ou un bâtonnet en bois et direction le congélo. Quelques heures plus tard, on obtenait une friandise froide, crémeuse, sucrée, qui avait le goût de l'été, de l'enfance et de la créativité. Certaines familles y ajoutaient de la banane écrasée, du café instantané ou du cacao en poudre, mais la version vanille restait la favorite. Roulé de bœuf en conserve sur toast. Tu te souviens du fameux Creamed Chipped Beef on Toast? Voici sa version plus élégante. Les Chipped Beef Toast Roll-Ups. On préparait une béchamel bien épaisse avec du bœuf en conserve haché, qu'on étalait sur des tranches de pain blanc. On les roulait comme des cigares, puis on les faisait dorer à la poêle avec du beurre. Résultat, croustillant à l'extérieur, crémeux à l'intérieur, visuellement parfait pour un brunch chic. Certains ajoutaient du paprika, d'autres les accompagnaient d'œufs brouillés ou de tomates en tranches. Aussi économique qu'élégant, ces roulés transformaient un plat militaire en quelque chose de presque gastronomique. Gratine de chili en conserve et crackers oyster. Tu as une boîte de chili, un peu de crackers? Alors, tu as un dîner tout prêt.
Le Canned Chili and Oyster Cracker Casserole, c'était la recette la plus simple et gratifiante qui soit. On versait le chili dans un plat, on le couvrait de crackers à soupe et éventuellement un peu de fromage, d'oignons ou de légumes oubliés au fond du frigo. Puis, on enfournait. Les crackers devenaient croustillants sur le dessus, le chili chaud et épais en dessous. Un plat réconfortant, rapide et à moins d'$1. Gaufres de purée de pommes de terre instantanées. De la purée dans le gaufrier, bien sûr. Les Instant Mashed Potato Waffles, c'était la réponse créative au reste de la veille. On mélangeait la purée avec un œuf, un peu de farine ou de fromage si on en avait, et hop, dans le gaufrier. En quelques minutes, des gaufres dorées, croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. À servir avec crème fraîche, ciboulette, bacon ou juste un peu de beurre. Club Sandwich. S'il y a bien un sandwich qui ressemble à une fête, c'est le Club Sandwich. 3 tranches de pain grillé, des couches de dinde, jambon, bacon, laitue, tomates et mayonnaise. Découpées en triangles, maintenues par des cure-dents et dressées comme une tour gastronomique. Chaque bouchée était un chaos maîtrisé, croustillant, juteux, salé, frais. Un géant, généreux et glorieux, le roi des déjeuners de cantine, des dîners américains et de chez ta tante le dimanche. Chicken Marbella, un plat sophistiqué, au nom élégant et à l'histoire encore plus savoureuse. Le Chicken Marbella est né dans les années 80 grâce aux chefs Julie Rosso et Sheila Lukins et est devenu célèbre avec le livre The Silver Palate Cookbook. Du poulet mijoté avec pruneaux, olives et capres dans une sauce sucrée-salée inoubliable. Adopté par la communauté juive et adoré par des millions. Mais quand les chefs ont voulu l'améliorer en remplaçant les olives par des tomates séchées, c'était la catastrophe. La recette a perdu son âme, le public a dit non, et beaucoup de restaurants l'ont retiré du menu. Aujourd'hui, les connaisseurs n'acceptent qu'une chose, la version originale. Cidre de pomme artisanale. Dans les années 70, l'automne ne commençait pas sans une visite à la ferme locale. Un sac de pommes, une tarte maison et une bouteille de cidre non pasteurisé. Épais, trouble, avec de la pulpe, sans date de péremption ni étiquette. Juste des pommes pressées, servies froides ou chaudes avec un bâton de cannelle. C'était la tradition, la nature et la nostalgie dans un seul verre. Mais avec le temps, les études sur les bactéries comme E. coli ont changé les choses. Des réglementations sont arrivées, des avertissements ont été exigés, et la pasteurisation est devenue la norme. Aujourd'hui, on trouve encore du cidre brut, mais toujours avec un avertissement sur l'étiquette. Toast au bacon et beurre de pomme. Et si tu as déjà marié bacon et sucré, tu sais de quoi je parle. Une tranche de pain blanc, une couche généreuse de beurre de pomme et des lanières de bacon chaud par-dessus. Pas de légumes, pas de règles, juste du goût. Un petit déjeuner de grand-mère, un matin d'automne et une poêle en fonte dans une seule bouchée. Et le plus beau, ça venait toujours des restes. Un plat fait avec ce qu'il restait, mais qui avait le goût de quelque chose de pensé. Hangtown Fry. Nada gritaba éxito en los tiempos de la fiebre del oro como una sartén chisporroteando con un Hangtown Fry. 3 ingredientes, pero de puro lujo en la década de 1850. Huevos, tocino y ostras. Los huevos tenían que sobrevivir al viaje polvoriento por tierra o ser trasladados en barco bordeando el Cabo de Hornos. El tocino llegaba salado en barriles, vendido a precios desorbitados. ¿Y las ostras? Esas debían transportarse apresuradamente en hielo desde San Francisco hasta los campamentos, en una época en la que la refrigeración aún no existía. La leyenda cuenta que el plato nació en Placerville, apodado entonces Hangtown por su rápida justicia. Algunos dicen que un condenado lo pidió como última cena antes de la horca. Otros aseguran que los buscadores ricos lo ordenaban solo para presumir de su fortuna. Fuera cual fuera la verdad, cuando un minero pagaba con polvo de oro este banquete, todo el campamento sabía que había dado un gran golpe de suerte. No era solo comida, era espectáculo. Tocino grasiento, ostras cremosas, huevos dorados. La corona de un minero sobre su trono de hierro fundido. Y lo más sorprendente,
Más de 170 años después, todavía se sirve en restaurantes de California, llevando ese sabor ahumado y salado a través de los siglos. Pan de masa madre y guiso de frijoles. Si hubo un olor que definió los campamentos de la fiebre del oro, fue el de los frijoles cociéndose lentamente sobre el humo del fuego. Eran baratos, resistentes y fáciles de transportar en sacos. Con un trozo de cerdo curado y un par de cebollas, nacía el clásico guiso del minero. Nada glamuroso, pero suficiente para llenar estómagos después de jornadas agotadoras en ríos helados y barrancos pedregosos. Lo interesante es que, al acompañarlo con pan de masa madre, este plato trascendió generaciones y aún resuena en San Francisco. Los 49 no solo encontraron oro, también dependieron de la masa madre para sobrevivir. Sus fermentos viajaban en latas, guardados como tesoros, y se compartían de campamento en campamento. Tan vital fue este pan que a los propios buscadores se les apodó surdogs. Imagina la escena. Una olla abollada burbujeando con frijoles, el aroma ácido del pan desgarrado por manos ásperas y sucias, rodeados de risas o de silencios alrededor del fuego. Para muchos era la única forma de sentir algo parecido al consuelo del hogar. Y lo curioso. En pleno 2025, un guiso de frijoles con pan de masa madre todavía cuesta menos de $10. Sartén de desayuno con tocino y frijoles. Si las mañanas de la fiebre del oro tuvieran una banda sonora, sería el crujido del tocino al caer sobre hierro caliente. Un prospector, cansado, saliendo de su tienda de lona con las botas endurecidas por el barro y el humo de las hogueras flotando en el aire frío. En la sartén, tiras de tocino salado friéndose hasta quedar crujientes, mientras un cucharón de frijoles se calentaba en la grasa. Un trozo de pan al costado, y ya estaba servido el desayuno que podía mantener a un hombre golpeando la roca durante todo el día. El tocino y los frijoles no eran solo comida, eran combustible. El primero duraba semanas conservado en sal. Los segundos resistían en sacos sin echarse a perder. Juntos formaban una de esas combinaciones que ni se estropeaba ni se acababa. Algunos mineros bromeaban diciendo que lo comían mañana, tarde y noche, hasta que su sangre corría mitad grasa de cerdo, mitad caldo de frijoles. Y lo cierto es que, aunque sencillo, este desayuno parecía lujo frente al pan duro o al café amargo. Y hoy, en 2025, se puede preparar tocino con frijoles en casa por menos de $5, más barato que un menú de comida rápida. El mismo desayuno que dio fuerza a los 49 en Tierras Doradas puede seguir alimentándote sin vaciarte el bolsillo. Punto del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Hangtown Fry. Nada gritaba éxito en los tiempos de la fiebre del oro como una sartén chisporroteando con un Hangtown Fry. 3 ingredientes, pero de puro lujo en la década de 1850. Huevos, tocino y ostras. Cerdo salado y gachas de maíz. En los campamentos el cerdo salado era el rey. Grasiento, salado y prácticamente eterno en un barril. Justo lo que valía su peso en oro. Si lo combinabas con harina de maíz, surgía uno de los platos más comunes de supervivencia durante la fiebre del oro. Cerdo salado con gachas de maíz. Imagina la escena. Un prospector saca un trozo de cerdo de la salmuera, lo corta grueso y lo hierve o fríe hasta que la grasa chisporrotea. A su lado, una olla con gachas de maíz burbujea, espesa y sin sabor, pero llenadora. Juntos formaban una comida que se pegaba a las costillas y daba justo la energía necesaria para otro día de agotadora búsqueda. Pero había un lado oscuro. Demasiado cerdo salado enfermaba a los hombres y el maíz solo carecía de nutrientes.
Muchos pasaban meses alimentándose de esa combinación, viendo cómo sus cuerpos se debilitaban mientras la ilusión de hacerse ricos los mantenía en pie. Aún así, era barato, constante y cumplía su función. En 2025, este mismo plato puede prepararse por menos de $3. Simple, salado y contundente, como los hombres que arriesgaron su vida en los ríos de California. Cenas de cecina y galleta dura. Cuando el sol se escondía tras las colinas de la sierra y las bateas quedaban a un lado, muchos mineros se sentaban frente a una de las comidas más duras que uno pueda imaginar: cecina y galleta dura. La carne seca, correosa como cuero, podía masticarse tal cual o hervirse en agua para ablandarla un poco. Las galletas duras, esos bloques casi indestructibles de harina, agua y sal, había que partirlas a golpes de pico y luego remojarlas en café o estofado para no romperse los dientes. No era un banquete, pero era práctico. La cecina aguantaba semanas sin echarse a perder, y las galletas, famosas entre soldados y marineros, se convirtieron en la ración portátil por excelencia. Juntas mantenían vivos a los buscadores durante esos periodos interminables en los que la comida fresca era un lujo inalcanzable. Alrededor de la hoguera se escuchaba el crujido de las galletas golpeando contra las jarras de hojalata y los gruñidos de los hombres masticando cecina tan dura que parecía una piedra de afilar. Aún así, para un estómago vacío, era mejor que nada. Y lo curioso, hoy en día todavía puedes comprar ambas cosas por apenas unas monedas, mucho menos que un filete en un restaurante. 1850, cecina y galleta dura eran sinónimo de supervivencia. En 2025 son un aperitivo que nos conecta con una época en la que cada bocado se ganaba a pulso. Coles con pan de masa madre todavía cuesta menos de $10. Sartén de desayuno con tocino y frijoles. Estofado de pollo con verduras en olla de campamento. De vez en cuando, los campamentos olían a un lujo raro. Un verdadero estofado burbujeando en una olla abollada. Si un minero lograba intercambiar o comprar una flaca gallina, estaba destinada al puchero. Con unas cebollas, zanahorias y quizá alguna patata que hubiera resistido el viaje, se improvisaba un festín frente al monótono menú de frijoles y tocino. El estofado de pollo no era común. Era un tesoro. Las gallinas llegaban en carreta, las verduras se estropeaban rápido en los caminos, y eso hacía de este plato un símbolo de confort, un recordatorio del hogar en un lugar que era todo lo contrario. Los hombres se acercaban, respirando el vapor, esperando con sus tazas de hojalata a que alguien sirviera. Por unos minutos, el hambre, el barro y la soledad se disipaban. Claro, una sola gallina debía rendir para una docena de hombres, así que el guiso era muchas veces más caldo que carne. Pero aún un estofado aguado se sentía como cena de domingo cuando el cuerpo estaba exhausto. Y en 2025, un buen estofado de pollo sigue costando menos de $10. La prueba de que la comida de consuelo nunca pasa de moda. Del oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Picadillo de jamón curado y patatas. Pocas cosas levantaban el ánimo en un campamento como el aroma de un picadillo friéndose al amanecer. Si un prospector conseguía jamón curado y un saco de patatas, podía preparar un plato que parecía casi civilizado. Picadillo de jamón y patatas. El jamón llegaba salado y ahumado en barriles desde el este, y las patatas empezaron a cultivarse en el Valle de Sacramento cuando la agricultura comenzó a crecer. Cortadas en dados y fritas con cebolla, si había, transformaban la rutina en algo que recordaba al desayuno del hogar. El hash era rápido, contundente y adaptable, perfecto para hombres con poco tiempo y menos provisiones. Y como decían en broma, todo sabe mejor frito en grasa de tocino. El chisporroteo en la sartén, la corteza dorada de las patatas, el humo elevándose en el aire frío. Era suficiente para hacer más soportable incluso el día más duro. El detalle.
Este plato era lujo para los estándares de campamento, porque significaba que alguien podía costear patatas frescas y no solo frijoles secos. Hoy en día, el picadillo de jamón y patatas sigue siendo una comida reconfortante, lista por menos de $6. Lo simple, muchas veces, es lo más duradero. La ilusión de hacerse ricos los mantenía en pie. Aún así, era barato, constante y cumplía su función. En 2025, este mismo plato, callos guisados y pastel de vísceras. Cuando los tiempos eran de escasez, y casi siempre lo eran, los mineros aprendieron que nada debía desperdiciarse. Así nacieron platos como los callos guisados o el pastel de vísceras. Las partes menos apreciadas de vacas y ovejas, callos, hígado, riñones, eran duras, baratas y poco atractivas, pero en manos de hombres hambrientos se convertían en sustento. Imagina una olla de hierro hervida sobre las brasas, el olor fuerte de los callos cocidos con cebolla, zanahoria y las pocas hierbas que se podían comprar o recolectar. Cuando la mezcla estaba tierna, se volcaba en una masa simple de harina y agua, y se horneaba hasta formar un contundente pastel. No era delicado, y muchos recién llegados se tapaban la nariz. Pero los veteranos sabían que era comida que llenaba y que estiraba cada centavo o cada pepita de oro. Ese plato habla de resistencia. En un mundo donde el bistec o el estofado de pollo eran lujos, los mineros transformaban desechos en sustento. Y lo curioso, hoy la cocina, de la nariz a la cola, vuelve a estar de moda. Lo que en 1850 era comida de pobres, ahora aparece en restaurantes de vanguardia, en los que la comida fresca era un lujo inalcanzable. Alrededor de la hoguera se escuchaba el crujido de las galletas golpeando contra las jarras de hojalata y los gruñidos de los hombres masticando cecina tan dura que parecía una piedra de afilar. Aún así, para un estómago vacío, era mejor que nada. Y lo curioso, hoy en día todavía panqueques holandeses. No todo en los campamentos era tocino y frijoles salados. De vez en cuando, los hombres podían saborear un poco de dulzura gracias a los panqueques holandeses. Estos finos pasteles, parecidos a crepes, llegaron con inmigrantes europeos, sobre todo de origen holandés y alemán, que trajeron sus tradiciones al oeste. Con harina, huevos y leche, cuando podían conseguirlos, se cocinaba rápidamente una masa ligera sobre una sartén caliente al fuego. La verdadera delicia llegaba cuando alguien tenía mermeladas, bayas silvestres, frutas secas hervidas o incluso azúcar traída a precios altísimos desde San Francisco. Untadas sobre los panqueques calientes, podían hacer que un minero cerrara los ojos y recordara la cocina de su infancia a miles de kilómetros de allí. Eran un plato comunitario. El que volteaba panqueques en la sartén atraía a una multitud entre humo y risas. En medio del barro, el frío y la soledad, esas tortas suaves daban más que calorías, ofrecían consuelo. Y lo curioso, lo que en 1850 era un lujo ocasional, hoy puede prepararse en casa en minutos por apenas unos $. Los panqueques holandeses recordaban a los mineros cansados que la dulzura aún existía en un mundo obsesionado con el oro. Pastel de carne de res con pan de maíz. En un territorio donde los mineros vivían casi siempre de frijoles y galleta dura, la combinación de carne asada y pan de maíz se sentía como una auténtica fiesta. La carne de res empezó a llegar con arrieros y carniceros, desde ranchos de California y México, cuando las rutas de abastecimiento mejoraron. Un trozo de carne asado sobre brasas o cortado en pedazos era un auténtico premio. Y al acompañarlo con pan de maíz, hecho con harina amarilla traída en sacos o comprada en los puestos de intercambio, se transformaba en una comida que parecía cena de domingo y no simple ración de campamento. El pan de maíz era un salvavidas. Se horneaba rápido en hornos de hierro, llenaba el estómago y estiraba las escasas reservas de harina de trigo. Y junto a la carne daba una rara sensación de abundancia en medio de tanta escasez. Los hombres se reunían alrededor del fuego, desgarrando el pan, pasando platos de carne, y por un momento dejaban de ser cazadores de fortuna para sentirse simplemente humanos otra vez. La verdad es que no todos podían permitirse esta comida, pero cuando ocurría, se recordaba. Hoy, en 2025, el pan de maíz con carne sigue trayendo esa misma calidez por menos de $15, muy lejos de los precios en polvo de oro de 1850.
de tocino. El chisporroteo en la sartén, la corteza dorada de las galletas con salsa de carne. En los campamentos, un desayuno de galletas con salsa de carne era casi un lujo inesperado. Las galletas, esas pequeñas piezas de pan rápido, blandas y calientes, podían hornearse con harina, manteca y un poco de leche o agua. Nada sofisticado, pero reconfortante. La verdadera magia venía con la salsa. Un roux improvisado con grasa de tocino o manteca, harina tostada y leche, cuando había suerte de conseguirla. Si no, se hacía con agua y especias básicas. A veces se añadían trozos de carne salada para dar más sabor. El resultado era un plato barato, contundente y sorprendentemente sabroso que alimentaba tanto al cuerpo como al espíritu. Frente al pan duro o los frijoles, esas galletas esponjosas bañadas en salsa caliente parecían un manjar de taberna.